Bonjour à tous, je suis Sébastien de Rénovation Toiture Occitanie. Vous en avez l'habitude, on fait régulièrement des tutos concernant l'entretien de votre habitat. Et aujourd'hui, nous sommes sur un facteur que vous avez peu l'habitude de voir, mais si vous êtes concerné par ce problème, vous allez vite savoir de quoi on parle. On parle des problèmes d'humidité dans les murs. Alors les problèmes d'humidité dans les murs, déjà on va commencer par voir un petit peu à quoi ça correspond et quels dégâts ça peut être amené à occasionner. Le premier dégât que ça occasionne, regardez derrière nous. On est sur une maison qui est une maison des années 90, peut-être même un petit peu plus vieille. Cette maison était réenduite et elle a généré une problématique inhérente à des phénomènes d'humidité ascensionnelle. Ça veut dire qu'en fait l'humidité rentre dans le mur. Je ne sais pas si vous voyez bien, on voit bien les courbes d'humidité en fait à différents endroits. Et malheureusement, les sels contenus en fait dans le sol créent du salpêtre et le salpêtre a tendance à rejeter tout ce qu'on peut retrouver. Alors c'est pas compliqué, ça peut être aussi bien le crépi, mais aussi potentiellement l'ensemble des plaintes qu'on peut retrouver au niveau des pieds de mur. On va vous montrer différents dégâts qui vont correspondre peut-être à votre habitation et ça, c'est tout de suite. Donc comme premier, on va vous parler de différents stigmates. Encore une fois, l'humidité, ça parle. Souvent, en fait, ce qu'on va être amené à rechercher, c'est ce type de taches blanches. Alors ce type de taches blanches, si vous en avez dans la maison intérieure ou extérieure, c'est inhérent donc à du salpêtre. Et voilà un petit peu comment le salpêtre a tendance à ronger complètement les façades. On le voit bien, la façade, en frottant en fait légèrement, on peut s'apercevoir qu'elle est complètement poussiéreuse, elle est complètement évidée en fait de sa contenance. Normalement, c'est du parex, donc le parex, c'est un élément qui a quand même un petit peu de contenance. Là, il n'y en a plus. C'est inhérent tout bêtement à deux paramètres. Ce sont effectivement les sels minéraux qui vont ronger en fait tout bêtement tout ce qui va être dessus. Alors ça peut être peinture, ça peut être plâtre, ça peut être enduit de façade. Et là, maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est de savoir comment on va diagnostiquer ce type de problématique. Et ça, c'est la prochaine étape. Donc, la première étape, c'est le diagnostic d'un chantier. Pour diagnostiquer, il faut avoir quelques éléments. On peut en avoir une que je n'ai pas aujourd'hui, donc malheureusement on ne testera pas comme ça, c'est une bombe à garbure. Ça veut dire qu'en fait on va percer le mur et on va utiliser en fait du bicarbonate pour regarder exactement le taux d'hygrométrie qui va être contenu dans le mur. Là, vu les taux d'hygrométrie qu'on voit déjà en surface ici, on sait qu'on a déjà quelques informations qui vont nous permettre de communiquer sur le taux d'hygrométrie qu'on va retrouver et des anomalies qui sont très clairement visuel. Donc aujourd'hui, on va utiliser dans un premier temps ce qu'on appelle un spectre. Donc un spectre, c'est un élément qu'on va mettre en contact. Je le répète, l'être humain est fait à 99% d'eau. On peut voir, ça sonne parce que forcément, je contiens de l'humidité. Pareil sur la partie du mur, on va faire exactement la même chose. On l'entend, ça sonne. On a un taux d'hygrométrie qui est anormal et qui nous permet effectivement d'avoir déjà dans un premier temps ce qu'on va retrouver donc en surface. Donc on voit bien, ça monte largement en termes de taux d'hygrométrie. Donc on est sur quelque chose qui est anormal. Deuxième paramètre qui va nous permettre d'avoir accès à une information un peu différente, ça va être tout bêtement le fait d'avoir un détecteur d'humidité. Donc là, qu'on va planter directement dans le mur. Donc volontairement, on va aller chercher directement dans le mur. On devrait retrouver en moyenne entre 5 et 10% de taux d'hygrométrie sur la partie en fait intérieure du mur. Là, on est sur un taux qui est largement au-dessus, puisqu'on est en moyenne à peu près à 48-49%, on oscille un petit peu entre les deux. Donc là, on est sur un facteur qui nous permet de savoir qu'effectivement, ce mur n'a pas valeur d'avoir autant d'hygrométrie dans le mur. C'est pour ça d'ailleurs qu'on peut retrouver des phénomènes de traces de salpêtre et de décollement sur la partie donc de ces pieds de mur. On va vous montrer maintenant, étape par étape, comment on va être amené à traiter ces murs pour stopper complètement les remontées d'humidité. A tout de suite. Donc nous voilà finalement sur la première étape donc, de ce chantier. Nous allons mettre en place l'application d'un produit qui est un neutralisant. Alors pourquoi on appelle un neutralisant? Puisque vous l'avez compris, les sels minéraux ont une vertu importante. Alors l'eau va avoir des vertus, mais les sels minéraux eux aussi. Les sels minéraux vont ronger en fait tout bêtement tout ce qu'on va retrouver, soit en plâtre, en peinture ou en enduit de façade comme on a ici. Donc la première étape, ça va être de neutraliser en fait les sels minéraux pour éviter en fait la poussée qui va être entre guillemets latérale sur la partie des murs. Donc là, c'est la première étape qu'on va mettre en place. Hop, donc là on a une canne, on met bien entendu des gants, d'accord? Et on va passer sur toute la partie des murs. Donc ce produit qu'on va bien saturer. Hop là. Vous voyez bien? Ça va complètement en fait dissoudre tous les sels qu'on va retrouver sur la partie donc de façade. Donc là quand vous voyez que ça bulle, c'est tout bêtement en fait que ça va ni plus ni moins ronger tous les éléments en fait qui sont des enduits en fait, qui sont contenus dans l'enduit plutôt, excusez-moi, qui sont inhérents à des phénomènes très simples. C'est qu'en fait la façade, elle contient des sels qui eux
n'ont rien à faire sur cette partie-là. Donc ça, c'est la tape donc du neutralisant qu'on va appliquer sur l'intégralité des pieds de mur. On va retrouver sur cette partie-là. Et maintenant, nous allons nous attaquer donc au processus de traitement par injection. Le processus par injection, vous vous en doutez, il va nécessiter donc un perçage donc des murs. Et pour pouvoir, entre guillemets, percer les murs, on va tout bêtement respecter quelques règles. Ce sont des préconisations inhérentes à nos fournisseurs. On a mis en place ici, comme vous pouvez le voir, un litho le long de la façade. On est sur un support qui est plat et droit. Et on l'a tracé tous les 12 cm. Alors pourquoi on a tracé entre guillemets tous les 12 cm? Parce qu'il faut qu'on ait des puits qui soient les plus réguliers possibles pour que le produit que nous allons mettre dedans, qui sera l'étape suivante, on en parlera donc sur la prochaine étape, sera donc tout bêtement les plus réguliers possibles. Il faut que le produit puisse se diffuser de manière régulière. Une fois qu'on a fait cette opération, c'est pas compliqué. On va mettre en place un casque anti-bruit parce que vous vous en doutez, il y a à peu près 100 mètres linéaires de traitement à faire, donc ça fait beaucoup de trous. Et on va mettre en place donc la phase de traitement. Et cette opération, il va falloir qu'on la réitère tous les 12 cm, donc sur tout le pourtour de la maison. Donc vous vous doutez qu'il y a un petit peu de travail. On se retrouve tout à l'heure pour la suite des événements. A tout de suite. Voilà donc sur la phase suivante de ce chantier, on parle d'assèchement de murs. Le but de l'opération, c'est quand même de vous expliquer comment ça marche, puisque les 3/4 du temps, même vous en tant que particulier, vous ne savez vraiment pas pourquoi vous avez de l'humidité qui remonte dans vos murs. Et souvent la question qui revient, c'est pourquoi chez moi et pas chez le voisin? Alors, on va faire une explication qui va être pragmatique. On a une petite coupe qui va vous permettre d'avoir accès à finalement, alors excusez-moi pour la qualité du schéma, mais en soi ça va être vraiment explicite. On va avoir une terre humide. Alors souvent en fait ce qu'il faut savoir, c'est que suivant les régions que vous habitez, on peut avoir des terres qu'on appelle des terres glaises. Ces terres glaises, elles ont une particularité, elles emmagasinent beaucoup d'humidité. Souvent on vous parle de sécheresse, de fracture au niveau des maisons. C'est tout bêtement qu'en fait cette terre stocke de l'eau et quand elle sèche, ça travaille un petit peu sur les fondations. Là en l'occurrence, on est sur des facteurs qui sont un peu différents puisque on est sur une humidité résiduelle qui est contenue en fait dans la terre. Souvent, les 3/4 du temps, au niveau des fondations, il n'y a pas d'étanchéité. Donc en fait, naturellement, on va considérer que la matière qui est ici est une matière sèche. Donc par capillarité, l'humidité elle est attirée par le sec. Quand une fois que la fondation elle se remplit complètement en fait d'humidité, on va avoir un phénomène qui va être simple, c'est qu'on peut avoir souvent des façades qui sont exposées à des frappes de soleil. Alors là c'est le pire parce que en fait l'humidité va devenir dite ascensionnelle. Donc c'est tout bêtement en fait un phénomène d'aimant. Ça veut dire que la chaleur va avoir tendance à faire remonter encore plus l'humidité et on va se retrouver sur des stigmates qui sont inhérents à ce que vous avez vu, décollement des crépis, peinture, tout ce qu'on va pouvoir retrouver. Maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est de savoir ce qui se passe exactement. Alors, je vous parlais tout à l'heure de matière sèche. Vous le savez, pour ceux qui me suivent, je fais souvent des petites expériences. Et là, la petite expérience va être simple. Votre mur, c'est le sucre. Le sol, c'est le café. Et qu'est-ce qui se passe quand on est sur un support, entre guillemets, sucre et café? On va tomber sur ce qu'on appelle de l'humidité ascensionnelle. Ça veut dire que mon sucre est une matière sèche, mon café est une matière liquide. Et qu'est-ce qui se passe? C'est pas compliqué, ça absorbe. Là, on s'est amusé hier volontairement à mettre en place la même expérience, mais on a volontairement traité le sucre avec les produits qui sont donc les barrières. Donc ces barrières, c'est ce qu'on appelle des réticulants, c'est des polymères qui vont permettre tout bêtement en fait à l'humidité de ne pas pouvoir monter. Donc on va vous montrer la même expérience et là on va pouvoir voir que le sucre, quand il est en contact en fait, tout bêtement, là ici, on peut s'apercevoir que l'humidité elle ne peut pas monter. On voit bien que ça bloque, à la différence du sucre. Vous voyez, je le plonge bien et je lui laisse un petit peu de temps. Il n'y a pas de passage, ça bloque complètement l'humidité. Donc on va encore le remettre dedans pour être sûr, d'accord? Pas de tricherie. Donc le but de l'opération, c'est de s'apercevoir que nous, on va créer en fait, ici, une arase sanitaire. Ça veut dire qu'au niveau de la fondation, on va percer donc des trous. Et une fois que ces trous vont être percés, on va injecter un produit. Et ce produit, en fait, va créer une arase qui va bloquer complètement l'humidité. Alors, avec quoi on va faire ça? Il y a différentes techniques. La technique qu'on va utiliser aujourd'hui, c'est une technique de canne. Je m'en explique. Cette canne, elle fait 12 mm. Elle a été, donc les trous ont été percés. Et on va aujourd'hui, au bout de cette canne, retrouver un joint que vous allez voir ici. Ce joint va avoir une petite particularité, c'est qu'il va faire ce qu'on appelle tout bêtement, en fait,
un joint d'étanchéité. Ça veut dire que quand on va injecter, il va complètement bloquer en fait pour que le produit puisse sortir et que le produit puisse s'injecter tranquillement en basse pression. Et nous, on va retrouver ici, tout bêtement, un compteur de passage. Donc le compteur de passage, on va le remettre à 0. Et à chaque fois qu'il va y avoir en fait du liquide qui va passer, on va savoir exactement combien on va mettre par trou, puisque le but de l'opération, c'est d'avoir, comme je vous l'ai dit, des trous qui soient des trous les plus réguliers possibles, mais aussi des injections régulières concernant la concentration du produit qu'on va mettre en place. Et ça, c'est l'opération que vous allez voir tout de suite. Voilà donc sur la phase d'injection, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a bien entendu déjà mis en place l'ensemble des perçages, donc tous les 10 à 12 cm comme on vous a expliqué. Donc ça c'est pour que le produit puisse rentrer le plus facilement en fait à l'intérieur du mur et créer une arasse sanitaire. Maintenant on va vous montrer un petit peu la phase d'injection qui est finalement la phase qui est la plus intéressante. Donc on va retrouver ici directement donc mon compteur de passage. Ici j'ai une vanne qui va me permettre d'ouvrir directement pour que le produit puisse s'échapper. Et on va maintenant ouvrir directement. Et on va s'apercevoir que ça va nous donner exactement le nombre de quantités de produits qu'on va mettre. Alors là, ici, on sait que sur cette partie-là, on va mettre par mètre linéaire plus de 6 litres de produit. Donc on va mettre exactement à peu près 800 ml de produit par point d'injection. Donc là, on voit que le produit commence à légèrement suinter dessous, c'est assez classique. Donc ça veut dire que le mur se charge, stop, on arrête. Donc le but de l'opération, c'est vraiment de noyer complètement en fait l'ensemble de tous les puits pour créer une arasse sanitaire qui va nous permettre finalement de créer un blocage à l'humidité comme je vous l'ai expliqué. Ça, c'est l'étape suivante, c'est finalement l'étape qui va prendre le plus de temps. On va mettre beaucoup de produits puisque sur un chantier comme celui-ci, on a à peu près l'équivalent de plus de 700 litres de produits qu'on va injecter dans les murs. Donc vous considérez que ça va prendre l'équivalent de plus d'une journée, une journée et demie sur un chantier d'injection. Nous voilà dans une position un peu différente. Alors, on voulait impérativement vous montrer, on a l'avantage ici d'avoir un vide sanitaire. Donc très clairement, le vide sanitaire aujourd'hui, il a pour vertu de faire passer l'ensemble des gaines techniques qu'on va retrouver, les évacuations, les alimentations d'eau et électrique. Et là, on voulait vous montrer un petit peu quel était l'impact finalement de ce traitement, puisque ce qu'on peut voir, c'est qu'on regardera tout à l'heure à l'extérieur ce que ça donne. Voilà, on a injecté. Alors là, ici, on est sur le plancher, donc c'est pas compliqué. On est sur la partie en fait de la dalle de la maison, donc là où les gens habitent, et on a injecté le produit. On voulait impérativement vous montrer quel était l'impact du produit, en fait, pourquoi ça va stopper. Parce que vous l'avez compris, par gravité, on va traiter vraiment tout ce qui est en sous-sol. Donc on va finalement bloquer l'humidité. Alors on va vous montrer ce qui se passe de l'autre côté. Je vais sortir rapidement, là c'est un trou qui est microscopique. C'est parti, allez. Donc, on va vous montrer comment on a mis en place le traitement. Vous allez le voir. Hop là. Ouais, de temps en temps, on passe sur des zones qui sont quand même pas très grandes. C'est du sport. Hop là. Et on va vous montrer la zone qui correspond donc à la zone qui a été traitée. Donc la zone qui a été traitée, c'est celle-ci. Donc là, c'est la barrière en fait d'humidité. Le but, c'est qu'effectivement, vous l'avez compris, l'humidité ne remonte plus. Et ce qu'on a pu voir à ce niveau-là, c'est qu'effectivement, l'ensemble de la partie qui est considérée en sous-sol, donc qui est à ce niveau-là en fait, elle ne peut plus laisser remonter l'humidité comme on avait pu le voir sur la première expérience qu'on vous avait montré. Voilà, c'est un petit point de détail, mais ça vous permet vraiment de mieux comprendre comment on arrive à bloquer l'humidité et éviter effectivement qu'elle continue à détruire tout ce qu'on peut retrouver sur les murs, l'enduit, le plâtre, le placo, tout ce qui peut se poser dessus. Voilà, c'est l'étape suivante de ce chantier. À tout de suite. Nous voilà sur l'étape ultime de ce chantier. Nous avons bien entendu donc injecté l'ensemble des murs et maintenant nous allons créer ce qu'on appelle une barrière latérale. Donc le but de l'opération, vous l'avez compris, c'est d'imperméabiliser un max les pieds de mur pour éviter que cette humidité ait tendance, elle, à rentrer de façon latérale dans le cadre d'une pluie potentiellement. Ou si on avait une terrasse, ce n'est pas le cas d'ailleurs sur cette terrasse-là, qui serait à contre-pente, ça pourrait permettre d'éviter au mur et de capter l'humidité. Donc là, l'opération va être simple. On va appliquer donc un produit. On va gorger. Donc on va bien saturer le mur. Comme vous pouvez le voir ici. Une fois cette étape qui va être faite, là finalement on aura fini l'étape d'assèchement de mur. Je précise que l'ensemble de nos chantiers sont soumis à des garanties
Il y a une question qui revient régulièrement et on va clôturer là-dessus. C'est la question de combien de temps ça dure. Je précise que si le produit ne subit pas de rupture, ça veut dire que si quelqu'un ne vient pas mettre un trou ou un tuyau qui va passer, normalement le produit est dans une phase inerte, donc il a une durée de vie qui est quasiment en fait éternelle. Ça veut dire qu'en fait il va très peu se dégrader. Deuxième paramètre, à l'issue de ce chantier, vous savez bien qu'il y aura forcément une restructuration des pieds de mur, ce qui veut dire que à l'issue, piquage des zones qui sont soufflées, rebouchage bien entendu, et obligatoirement on met en place des enduits et on hydrofuge. À l'issue c'est fini. Vous avez peut-être un projet similaire à celui-ci, un seul numéro 05 61 63 28 17. Ça vous a plu? N'hésitez pas à partager. On est partout, YouTube, TikTok, Facebook. Donc je vous invite à partager le plus rapidement possible et je vous dis à tous à bientôt.